C'était la fin du cours d'épistémologie, mais reste pas très long. Et après, on fera des trucs plus ludiques. Je vous donnerai des textes rigolos que vous devrez lire, expliquer et mettre en perspective. Et vous allez voir, on va beaucoup s'amuser avec Frédéric Hayek et Johann Chapoutot. En anglais, enfin en autrichien, et en français, pardon, en anglais. Rien ne va plus. Ça ne va plus. Mais nous ne perdons pas les pédales, bien sûr. Alors la fin, ça va plus. Hein. La fin du cours d'épistémologie. Vous notez, Schopenhauer remarque. C'est un allemand. Hein. Attends, bouge pas. Donc, à la ligne, bien sûr, un nouveau paragraphe. Je sais. À la ligne, nouveau paragraphe. Je reprends, on s'est arrêté. Oui. Je sais pas, c'était par rapport à vendredi, quoi. On s'est vu vendredi. Non, heureusement. Ouais, c'est pas. Schopenhauer remarque cependant. Chopin, un P comme Patrick. Schopenhauer remarque cependant dans le monde comme volonté et rester concentré. Schopenhauer remarque cependant dans... Mais vous écrivez ou pas? Schopenhauer remarque cependant dans le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer remarque cependant dans le monde comme volonté et comme représentation. Oui, Schopenhauer remarque cependant dans le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer remarque cependant dans le monde comme volonté et comme représentation. Juste avant, on a vu Kant. Kant, c'est ce qui est avant. Maintenant, on est à Schopenhauer. Dans le monde comme volonté et comme représentation, c'est le titre du livre. Que Kant pense que le sujet est réellement affecté par la causalité. Schopenhauer remarque cependant dans le monde comme volonté comme représentation que Kant pense que le sujet est réellement affecté par la causalité. Que Kant pense que le sujet est réellement affecté par la causalité. Et que c'est ainsi que se constituent ces représentations. Et que c'est ainsi que se constituent ces représentations. Deux points. Réellement affecté est-ce par la réalité elle-même. Réellement affecté, avec un S, par la réalité elle-même. Les sens du sujet lui permettent de se la représenter. Réellement affecté par la réalité elle-même, les sens du sujet lui permettent de se la représenter. Point. De se la représenter. Point. Kant réhabilite ainsi la métaphysique. Et rappelez-vous, on n'aime pas ça, nous, la métaphysique. Kant réhabilite ainsi la métaphysique. Point à la ligne. Afin de s'en arracher de la métaphysique. Afin de s'en arracher.
Schopenhauer pousse à son terme la logique kantienne, donc la logique de Kant, afin de s'en arracher. Schopenhauer pousse à son terme la logique kantienne. Schopenhauer pousse à son terme la logique kantienne, donc kantienne, de Kant, quoi, la logique kantienne. Et considère que la causalité, oui, à son terme la logique kantienne, K-A-N-T-I-N, kantienne. Et considère que la causalité ne peut être une propriété réelle du monde. Et considère que la causalité, ne peut être une propriété réelle du monde. Point. Si c'était le cas, le sujet aurait accès à la réalité elle-même. Si c'était le cas, le sujet aurait accès à la réalité elle-même. Point. Il faut donc conclure que la réalité indépendante du sujet n'est pas soumise au principe de causalité. Deux points. Il faut donc conclure que la réalité indépendante du sujet n'est pas soumise au principe de causalité. Deux points. Restez concentrés. Mais arrêtez avec l'histoire. C'est du bachotage, il faut juste apprendre à répéter. Travail de perroquet. Elle est profondément irrationnelle. Principe de causalité. Elle est profondément irrationnelle. Deux points, elle est profondément irrationnelle. L'histoire, vous apprenez tout par cœur, vous récitez tout, c'est minimum 18. L'histoire, vous apprenez tout par cœur et vous récitez. Comment ? Oui, vous avez combien ? Voilà, 17. Moi, si je vous mets vous réciter trop le cours, c'est plutôt 7 quoi, en philosophie. Récitage de cours, 7 en philosophie. Récitage de cours en histoire géo, 17. Et après, on va nous faire croire qu'on nous demande de réfléchir. Non mais arrêtons. Arrêtons de mentir aux gens. Point. Comment ? Mais ça va, t'apprends, tu répètes. Mais vas-y, mais... Allez, restez concentrés sur la philo. Pour Schopenhauer, le principe... Point. Pour Schopenhauer, le principe réel derrière les représentations... Pour Schopenhauer, le principe réel derrière les représentations... Pour Schopenhauer, le principe réel derrière les représentations, c'est la volonté. Point. Juste une petite parenthèse, vous savez, quand je vous ai fait le cours sur la philosophie politique, je vous ai parlé d'un philosophe qui s'appelait Edward Bernays, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda. Et donc dans Propaganda, Bernays remarque que les deux ennemis du pouvoir en place, de la bourgeoisie en place en l'occurrence, puisque lui il considère que c'est la bourgeoisie, sont d'une part le droit de vote libre et d'autre part l'éducation des enfants par l'école. Bon. Alors il dit voilà, le droit de vote c'est pas un problème,
c'est quelque chose qu'on a complètement réglé, puisqu'on a fait en sorte de financer les campagnes électorales de candidats qui disaient tous la même chose. Donc les gens ne sont pas libres politiquement, ça c'est bon. Mais vous comprenez que des gens qui savent lire et écrire et réfléchir, ça pose problème. Donc Bernays suppose de supprimer autant que possible l'enseignement de la philosophie et de le remplacer, dit-il, je cite, par des cahiers avec des étiquettes et les platitudes de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Point à la ligne. C'est finalement Benoît. C'est finalement Benoît qui rompt définitivement avec la métaphysique. C'est finalement Benoît qui rompt définitivement avec la métaphysique en réduisant le réel à ce qui peut en être dit. En réduisant le réel à ce qui peut en être dit. Point. Il discute dans ces, c'est le titre du livre, dans ces éléments de philosophie réaliste. Il discute dans ces éléments de philosophie réaliste. De ce qui constitue la réalité fondamentale à laquelle réfèrent nos énoncés. Il discute, dans ces éléments de philosophie réaliste, de ce qui constitue la réalité fondamentale à laquelle réfèrent nos énoncés. Point. Sur la base d'un article d'Enscombe, sur la base d'un article, oui. Avec quel réfère ? Oui, réfère nos énoncés. Point. Sur la base d'un article d'Enscombe qui s'appelle On Brute Facts, sur la base d'un article d'Enscombe, il... Comment ? Ah, mais attends, patience. Il se demande quels sont les faits... Allez, restez concentrés sur la philo. Il se demande quels sont les faits bruts. Il se demande quels sont les faits bruts qui rendent intelligible une proposition donnée. Qui rend intelligible une proposition donnée. Point. Contrairement à Searle, on y vient. Contrairement à Searle, qui, dans la construction de la réalité sociale, c'est le titre du livre, contrairement à Searle, qui, dans la construction de la réalité sociale, excusez-moi, pense que les faits bruts sont des faits naturels, pense que les faits bruts sont des faits naturels contrairement à Searle, qui, dans la construction de la réalité sociale, pense que les faits bruts sont des faits naturels, qui donnent réellement corps au discours, virgule, qui donnent réellement corps au discours, virgule, Benoît refuse ce retour à la métaphysique. Point.
Benoît refuse ce retour à la métaphysique. Point. Il explique que ces faits bruts, sont également de nature propositionnelle. Il explique que ces faits bruts sont également de nature propositionnelle. Deux points. Il constitue et vous pouvez le mettre en rouge, le contexte de l'énonciation. Il constitue le, en rouge, contexte de l'énonciation. Comment 25. Ah oui, alors. Ah, fin du mois. Fin de l'année. Ah, au fait, pour l'exercice de prépa bac, il me faut une liste des élèves de la terminale générale 12 qui voudront participer à l'exercice. Il me la faut rapidement. Il faut que vous vous décidiez. Et si on vient, on veut pas. Comment ? Si on veut pas. Non, vous ne changez pas d'avis. En fait, il faut que vous me donniez votre. Il faut que vous arrêtiez maintenant, là, enfin rapidement. Il faut que je sache demain, en fait, par mail. Vous m'envoyez par mail la liste de ceux qui veulent participer pour que je la communique à l'administration afin qu'ils puissent établir des feuilles d'émargement pour savoir qui sera là, qui ne sera pas là. Et si on ne veut pas la faire, on passe par le prépa bac, est-ce qu'on a une absence si on... Mais non, mais vous aurez cours, en fait. Bah non, on n'a pas cours. Mais vous n'aurez pas cours, alors. Ouais, mais tous les autres élèves, ils ont notre prépa bac. Donc les profs, on va faire pour Camille. Ah oui, c'est peu probable, en effet. Ah oui. Je vous avoue, en dernière heure. Ah oui. Parce que moi, je ne sais même pas si j'aurai des surveillances ou quoi pour le moment. Mais en tout cas, il faut que vous me le communiquiez. Il faut que demain, j'ai une liste. Ah non, mais il faut vous décider. De toute façon, la note est facultative, alors quelle importance ? Non, mais en fait, le problème, c'est que si on veut préparer avec des philo, il faut quand même réviser un minimum. Et après, la semaine prochaine, on a la prépa bac. Non, la même semaine, on a un autre prépa. Et de quoi ? Le samedi. Moi, c'est SVT. Oh, SVT, il faut apprendre encore un truc qu'il faut apprendre par cœur. Non, il y a les Ouais. il y a beaucoup de cours à Ah, mais pas des soirs. Vous voyez, mais il faut vous décider. Ah bah, possible. J'exagère. Mais c'était pour... À la suite. Mon cerveau est cassé. Ce contexte est lui-même de la... Allez. Ce contexte est lui-même de nature logique. Point. Ce contexte est lui-même de nature logique. Point. Ce contexte est lui-même de nature logique. Point. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Car rien de ce dont on ne peut parler, il ne peut en être autrement, car rien de ce dont on ne peut parler ne peut être considéré comme réel. Il ne peut en être autrement, car rien de ce dont on ne peut parler ne peut être considéré comme réel. Point. Ce qui est réel, c'est ce dont on parle. Virgule. Ce qui est réel, c'est ce dont on parle, virgule. Ce qui tombe dans le champ de la représentation.
Ce qui est réel, c'est ce dont on parle, virgule, ce qui tombe dans le champ de la représentation. Monsieur, Oui, on parle pas à ce qu'on pense, c'est vrai. ben justement, c'est l'enjeu de ce moment du cours, c'est de dire que, justement, non, en fait. En fait, c'est l'idée qu'il n'y a pas de sens à penser une réalité indépendante de nous. Parce que tout ce tout ce qu'on prend pour réel, bah, c'est toujours ce qui est réel pour nous. Mhm. Point. Donc, il n'y a donc aucun sens à parler d'une réalité indépendante du sujet. Il n'y a donc aucun sens à parler d'une réalité indépendante du sujet. Point. 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 À la ligne. Une proposition prend une valeur de vérité. Une proposition prend une valeur de vérité en fonction d'un contexte. Point. C'est en référence au contexte. C'est en référence au contexte que prennent forme les représentations et les vérités. Les représentations et les vérités. Point à la ligne, on arrive dans le dernier paragraphe. Je pense que vous êtes émus. Terminer ce cours d'épistémologie, bien sûr. Oui. Les représentations et les vérités. Point à la ligne. Benoît, dans l'adresse du réel, c'est le titre du deuxième bouquin, Benoît, dans l'adresse du réel, tire une nouvelle conclusion de son réalisme logique. Deux points. Benoît, dans l'adresse du réel, tire une nouvelle conclusion de son réalisme logique. Deux points. Ok. La réalité sociale n'est pas une construction artificielle qui s'ajoute à la réalité naturelle. La réalité sociale n'est pas une construction artificielle qui s'ajoute à la réalité naturelle. La réalité sociale n'est pas une construction artificielle qui s'ajoute à la réalité naturelle. Point. La réalité sociale est celle qui se donne en premier lieu au sujet. La réalité sociale est celle qui se donne en premier lieu au sujet, virgule. La réalité sociale est celle qui se donne en premier lieu au sujet, virgule. Elle est donc la réalité elle-même. Point. En premier lieu, Oui, virgule. Elle est au sujet, virgule.
Elle est donc la réalité elle-même. Point. Ce que nous appelons la nature n'est ainsi rien d'autre qu'une notion. Ce que nous appelons la nature n'est ainsi rien d'autre qu'une notion utilisée afin de catégoriser des connaissances. Ce n'est rien d'autre qu'une notion utilisée afin de catégoriser nos connaissances. Point, et dernière phrase. La nature n'est pas ontologiquement nécessaire. La nature n'est pas ontologiquement nécessaire, virgule, mais n'existe qu'à travers les discours qui portent sur elle. Mais n'existe qu'à travers les discours qui portent sur elle. Et voilà, nous avons terminé. C'était un petit chapitre, bien sûr. Je vous propose de vous changer les idées. Alors, toujours en faisant de la philosophie, bien sûr, mais en lisant des textes philosophiques maintenant. Oh oui, oui, bien sûr, oui. Comme ça, c'est une bêtise parce que j'ai marqué juste la première lettre de mon prénom et c'est ma compagne qui a rajouté le R derrière. Voilà. Bref. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai imprimé, j'ai pas corrigé depuis. Qu'allais-je vous dire? Oui, donc vous devez lire les textes. Alors, il y a deux textes. Un de Hayek, un de Chapoutot. Alors moi j'en ai qu'un. Alors je coupe le son un instant. Donc, vous avez deux textes ici. Le premier est de Friedrich Hayek, le deuxième, donc étant philosophe autrichien du XXe siècle, le plus grand défenseur du libéralisme. Si vous voulez, Hayek, il est au libéralisme ce que Marx est au communisme. Voilà. Et un texte de Johann Chapoutot, contemporain, qui est un historien spécialiste du nazisme. Quand vous lisez un texte, il faut lire le texte. Alors, je vous dis ça parce que ce matin, j'étais avec une autre classe. Les gars, j'aurais laissé 25 minutes pour lire le texte et répondre aux questions. Au bout de 25 minutes, personne n'avait rien fait parce qu'ils n'avaient pas lu les textes. Donc, je leur ai dit, si vous ne comprenez pas un mot dans le texte, vous me le demandez. Alors, ils ont tous bugué sur le mot planisme. Personne ne m'a demandé ce que ça veut dire planisme. Personne n'a compris les textes. À partir de là, on a perdu une demi-heure. Super, on était contents. Voilà. Donc voilà, donc quand vous lisez le texte, vous lisez activement le texte, ce qui veut dire que vous le lisez plusieurs fois, 4-5 fois, vous l'annotez, vous dégagez la thèse du texte et si possible les arguments. Une fois que vous avez fait ça pour les deux textes, la thèse et les arguments, donc c'est clair pour vous. La thèse, c'est quoi? C'est l'idée que défend l'auteur. Une fois que l'idée défendue par l'auteur est claire dans votre esprit, vous voyez quels arguments il mobilise pour la défendre. Et puis après, vous pouvez tranquillement répondre aux questions qui sont posées. Oui, c'est ça. Donc, je vous laisse méditer pendant, comme j'ai fait avec les autres, 20-25 minutes, ce qui nous amène
En gros, vous aurez une mi-temps à la pause et après on reprendra. Et puis voilà. Et après on répondra, on travaillera ensemble. Mais lisez activement, ça vous préparera au travail d'explication de texte, les deux. Et Mais juste, monsieur, oui. quand on fait l'explication de texte au bac aussi, il y a une question. Non. Non, juste on donne les textes. Il faut expliquer le texte. Oui. Mais là, on va pas vraiment faire une explication de texte. Là, on va juste mobiliser les mêmes, comment dire, j'allais dire les mêmes facultés. Oui, les mêmes facultés qui sont nécessaires, les mêmes compétences, comme on aime bien dire dans le milieu du travail, qui sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche explication de texte. Sauf que là, ce ne sera pas une explication de texte à proprement parler. Allez, amusez-vous bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hayek? Commençons par Hayek. Allez, il nous reste à peine une demi-heure. C'est pas beaucoup. Après, vous rentrez chez vous, tout va bien, quoi. Le matin ou l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hayek? Je vous écoute. Oui? Vous levez la main? Oui? Vous? Ben vous, allez-y, vous levez franchement la main. Allez, attendez, écoutez la camarade. Comment vous appelez-vous? Comment? Noémie. Écoutez la camarade Noémie, s'il vous plaît. Il parle de la vision au travail et de la complexité Oui, alors, vous avez le réflexe de l'élève de terminale, qui est le mauvais réflexe, on va dire, qui est de dire de quoi ça parle. Nous, on ne vous demande pas de quoi parle le texte, même si c'est vrai qu'il parle de ça, c'est déjà un bon début. Mais qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce dont il parle? Donc, je vous pose la question, que dit-il au sujet de l'organisation du travail? C'est ça la thèse de l'auteur. Laissons répondre Noémie. Là, elle est au bout de sa démarche. Donc il relève les problèmes suite à la division du travail. D'un côté, il parle du coup du fait que lorsque il y a beaucoup de facteurs dans la division du travail, il est difficile du coup de se coordonner. Donc il donne une solution qui est la décentralisation. Et après, il évoque les problèmes liés à la décentralisation, qui est le problème de coordination. Et donc, il parle du besoin de la centralisation. Et des solutions. C'est pas tout à fait clair, ça. Ok, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Il y a de l'idée, mais c'est pas tout à fait clair. Oui, mademoiselle, nous vous écoutons. Oui, vous, oui. Ah, vous leviez la main aussi, excusez-moi. Ouais. En gros, il dit qu'il y a un problème justement quand on divise les hommes, il y a un problème de coordination, parce que quand on les rassemble, ça... D'accord, vous alors, allez-y, mademoiselle, au premier rang. Quand il y a beaucoup de personnes, ça crée un problème de coordination, du coup il propose la décentralisation, sauf que du coup quand il y a une décentralisation, les personnes sont isolées, et du coup dans la centralisation, il faut recentrer, et il propose des appareils qui enregistrent automatiquement du coup à ce problème. Quels sont ces appareils? Pour moi c'est les appareils qu'on a aujourd'hui, quoi, de communication. Genre un iPhone, quoi? Moi je vois que ordinateur. Vous dites un peu la même chose que Noémie, en un peu plus précis. Vous approchez plus près du but. C'est quoi la centralisation? Pourquoi il parle de la centralisation ici? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire la centralisation? Pourquoi il parle de ça? C'est l'unir des gens. Non, pas tout à fait. De quoi il parle là, Hayek? Il parle d'un truc là. Il date de quand le texte? Qu'est-ce qui se passe en 1944? Oui, enfin, c'est fini la Seconde Guerre mondiale. Oui. Enfin, les nazis sont cuits en 1944. Les nazis ont la tête sous l'eau en 1944. Et surtout, c'est le début de quoi à 1944? Mais la guerre froide, bien sûr. Bon. Et alors, quoi il parle ce texte? Ah ok, il y a une allusion avec le communisme. Une allusion. Et ça ne parle que du communisme. Ok, d'accord. C'est le travail en groupe, c'est ça? C'est pas une allusion au travail en groupe. Il parle du planisme. Le planisme. C'est au début du texte.
Le contrôle et le planisme ne présenteraient pas de difficulté dans une situation assez simple pour permettre à un seul homme ou à un seul conseil, j'arrive plus à lire, je recommence, c'était n'importe quoi. Le contrôle et le planisme ne présenteraient pas de difficulté dans une situation assez simple pour permettre à un seul homme ou à un seul conseil d'embrasser tous les faits. Mais lorsque les facteurs à considérer deviennent si nombreux qu'il est impossible d'en avoir une vue synoptique, alors seulement la décentralisation s'impose. Juste, monsieur. Oui. Hayek, il est quoi? Je vous l'ai dit. Hayek est au libéralisme ce que Marx était au communisme. Il est autrichien. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi la thèse du texte, plus précisément, maintenant? Ça marche pas, quoi. Qu'est-ce qui marche pas? La principale idée communiste, non? Et pourquoi? C'est le RSS qui est très communiste. Oui, enfin, quoi, ils sont communistes un peu comme... Enfin, c'est l'idée, oui. Il dit que ça Décentralisé. Et oui, et pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, le planisme? C'est simple à comprendre, ça. Pourquoi ça marche pas? Parce que tout se passe pas toujours comme prévu. Oui, alors ça c'est pas faux, ça. Déjà, effectivement, tout se passe pas comme prévu, oui. Là, on parle d'une nation, non? Oui, C'est pas possible de planifier une nation. ben oui, c'est pas possible. Donc on peut pas tout centraliser. On n'a pas Madame Irma, là, qui est omnisciente à la tête de l'État, et qui est capable de dire tout ce qu'il faut produire, tout ce qu'il faut faire, exactement les quantités, dans 5 ans, 10 ans, c'est n'importe quoi. Voilà, on a bien compris. Et donc Hayek, il dit ça, il dit, mais le Gosplan, c'est nimp. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Alors, en fait, Hayek va beaucoup plus loin. Je vous ai dit que c'était un idéologue, Hayek. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais non, je vous le dis. Et Hayek, ce livre est très marrant, vraiment, si vous pouvez le lire, c'est très très marrant. En fait, le délire d'Hayek, c'est de se dire que le planisme, c'est ça la route de la servitude. Ça conduit nécessairement à la servitude. Je ne sais plus de toute l'argumentation, mais c'est très très bien ficelé. Ça veut dire envers l'État? Ouais, servile envers l'État. C'est-à-dire que, ouais. Parce que le planisme, c'est pas vraiment du communisme. Hayek ne parle jamais de communisme. Parce que Hayek sait très bien que l'Union soviétique, c'est pas du tout un pays communiste. L'Union soviétique, c'est un pays dans lequel, un peu comme partout ailleurs, il y a 2-3 Pékins qui ont à peu près toutes les richesses. Et puis tous les autres sont pauvres. Voilà, c'est ça l'Union soviétique. Le communisme, c'est tout le monde a les richesses. Là, c'est personne n'a les richesses, à part 2 ou 3 personnes. Bon. Et donc, il attaque le planisme. Et ça marche pas parce qu'effectivement, une personne ou 3 ou 4 personnes ne peuvent pas prévoir comme ça pour des millions de personnes, enfin les besoins de millions de personnes dans une période indéfinie. Bon, alors qu'est-ce qu'il préconise par conséquent, puisqu'il le dit, la coordination ne peut être atteinte par un contrôle conscient. C'est dans le texte, la coordination ne peut être atteinte par un contrôle conscient. Le planisme, c'est un contrôle conscient. Le planificateur, consciemment, contrôle la production, la distribution, la politique, l'économie, la loi, il fait tout. Voilà. Il ne parle pas de machine, Hayek. D'un appareil qui enregistre automatiquement. Mais c'est quoi cet appareil? C'est pas un ordinateur. Mais non, c'est pas un ordinateur. C'est un homme. Mais c'est pas un homme non plus, sinon c'est un planificateur, c'est la même chose. Allez, on va jouer au pendu. Ok. Non, vous n'êtes pas doué, hein. C'est un micro. Un micro, ouais, c'est Big Brother, c'est ça. C'est un prof. Mais c'est pas. C'est un robot. C'est un robot. C'est un robot. Allez, donnez une lettre. Un B. Non, mais une lettre. Ok. Elle a dit A. Après, moi, je dis O. A, O, B. V, S. S, Ok, E, stop. E. Mais si, il y en a deux comme chez eux. Il y a un R. R, Il y a, il me semble qu'il y a un un L, Un I. Oh. I, Un P. un P, Un M. un M, Allez. Un S. un S, C'est trop nul. Un X. Mais c'est de un X, un T. un T, Un N. un M, il est déjà là. Un C'est H. un L, ça. Un H. Un H, Apprenez les Ah, lettres. c'est une marque. Un N. un M. Un C. Un C. Le marché. Oh là là. Mais c'est nul. Attendez, mais le marché. Vous avez failli mourir. Hein. Je suis vraiment déçue là, par contre. Mais vous savez pas lire ou quoi? Mais il le dit. L'homme Non, mais non. la demande, mais c'est nul. C'est dans le texte. Ah oui, il a
Comme aucun centre ne saurait connaître complètement ni rassembler, disposer assez vite tous les détails des modifications qui ne cessent d'affecter l'offre et la demande des divers produits. On a besoin d'un appareil qui enregistre automatiquement les effets des actions individuelles. C'est quoi cet appareil? C'est le marché, évidemment. C'est le marché qui enregistre les besoins individuels et qui génère l'équilibre de l'offre et de la demande. Vous faites de la théorie économique ou quoi là? Vous faites quoi là? Non, ça nous intéresse absolument pas. Oui. Vous levez la main? Non? Non. Donc c'est le marché d'après Hayek. Le marché se substitue au planificateur. Et le marché, il est constitué de quoi? C'est quoi le marché? Oh, il est constitué de quoi le marché? Oui, monsieur. Comment? Oui, mais pas dans le sens où il est employé ici. Oui, d'individus. Il est constitué d'individus, d'initiatives individuelles. Et les individus se coordonnent mieux que spontanément que le planificateur eux-mêmes. C'est le marché qui régule l'économie et pas le plan. C'est ça l'idée d'Hayek. C'est le marché qui régule l'économie. Mais qu'est-ce que c'est le marché? Mais le marché, c'est une institution imaginaire fictive. Dans le marché, chaque individu sait ce qu'il doit faire. Genre le vendeur, il doit vendre. Ok, ok. Vous connaissez pas l'histoire de la main invisible? C'est comme quand tu dis la société, c'est tout et rien. Oui, sauf que le marché, c'est quand même précis. C'est ce qui, Le marché, c'est un peu. c'est ce qui permet à l'offre et à la demande de se rencontrer et de conduire des situations d'échange optimales. Oui, non, Et- au niveau imaginaire. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et le niveau d'Hayek, l'idée d'Hayek, c'est que justement le marché est plus efficace que ne l'est le planificateur. Parce que les gens savent mieux ce dont ils ont besoin qu'un mec planqué au Kremlin et qui n'a aucune idée de comment vit la société. Voilà. D'accord. Bon, l'idée de Hayek est là. Il faut laisser la place au marché. Les individus savent ce qui est bon pour eux, il faut les laisser librement produire, librement travailler pour arriver à une situation optimale, une situation souhaitable. Le pouvoir au marché, le pouvoir à la concurrence, le pouvoir aux individus, la liberté individuelle. Bon, le deuxième texte, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un peut le lire d'ailleurs? On n'a même pas lu le premier. Quelqu'un peut lire le texte? Le deuxième? Le premier, on l'a lu ça. Allez-y, on vous écoute, mademoiselle. Herbert Bach. On s'en fiche. Herbert Bach exige à ses agents la performance. L'important est d'agir, de prendre des décisions rapidement, sans s'embarrasser de scrupules bureaucratiques. Ne parlez pas, agissez, sans plainte ni contrainte à l'égard des tutelles. Les tutelles fixent un objectif que les agents doivent atteindre sans perdre de temps, sans demander de moyens supplémentaires, sans gémir ni fléchir face à la difficulté de la tâche. L'important est que la mission soit accomplie, peu importe comment. Bach recommande la plus grande élasticité dans les méthodes employées. Ces méthodes sont laissées à l'appréciation de chacun. En termes militaires, depuis le XIXe siècle, cette conception du travail a un nom. Oui, l'offre tactique. Seule la tactique par la mission ou par l'objectif. Une mission est donnée à un officier qui doit l'accomplir comme il le souhaite et comme il le peut, pourvu que l'objectif soit atteint. Élasticité, on parlerait de flexibilité, d'initiative ou d'agilité. Performance, objectif, mission, nous voilà en termes connus. L'Allosaur Date se montre archaïque et lointain en uniforme de SS, réintègre notre temps et notre lieu, car il emploie des mots, il en utilise des catégories, il en pense et vit les notions. Il se voit et se dit en homme performant et regrette que son protecteur et supérieur barré, trop mou à ses yeux, soit un perdant. On pourrait sans problème traduire par loser. Bon, alors si on lit juste la première partie du texte, c'est-à-dire avant qu'il commence à parler de la question militaire, bon. De quoi on dirait que le texte parle? Qui parle de voilà, l'important c'est la performance, d'agir, de prendre des décisions rapidement, sans s'embarrasser de scrupules bureaucratiques, ne parlez pas, agissez, sans plainte ni complète à l'égard des tutelles. Quelque chose de plus proche de nous, de quoi on dirait qu'il parle? Ouais, l'entreprise. Ah, il faut agir avec élasticité, avec performance, répondre aux objectifs, ne pas s'embarrasser de bureaucratie, soyez libre d'agir. On dirait vraiment, on dirait un discours d'Emmanuel Macron presque. On dirait un discours de Bernard Arnault. Voilà, l'apologie comme ça de la flexibilité, de la liberté d'action. Bon. Alors évidemment, on sait que qui parle là, de quoi on parle en fait là? Enfin, pas que de soldats. Non mais là, il parle pas que de soldats là. De quoi parle le texte?
Quelle est la thèse de l'auteur? La thèse de l'auteur. Oui, allez-y, on vous écoute. Un objectif à remplir. C'est pas une thèse, une thèse c'est une phrase. Ou plusieurs phrases. Quelle est la... Oui, mademoiselle, nous vous écoutons. Écoutez la camarade au premier rang. Comment vous appelez-vous? Mathilde. Camarade Mathilde. C'est le rapport de supériorité envers envers des individus. Ceci n'est pas une thèse. Vous n'avez pas fait une phrase. Mais c'est mieux. Non, vous avez fait une proposition sans verbe. La thèse de l'auteur par rapport à tout le texte. Par rapport à tout le texte, oui. De quoi il parle là? Bon, alors reprenons ce qu'a fait tout à l'heure notre amie, la camarade Noémie. Elle a d'abord dit de quoi parlait le texte. Alors reprenons là-dessus, de quoi parle le texte? De performance au travail. Enfin, c'est qui Herbert Backe? Un nazi. Un général SS. Bon, bon. Donc effectivement, on parle de performance au travail, mais de quel type de travail? Le travail de qui? Le travail des nazis. C'est ça, les nazis. Comment les nazis s'organisent? Qu'est-ce qu'ils font là? Sacré nazi. Voilà. Et alors, nos nazis, alors, comment ils s'organisent nos nazis là? Ils ne s'organisent pas, ils font ce qu'ils veulent pour leur objectif. C'est ce qu'ils disent. Ouais, vous voulez dire autre chose? Oui. En fait, Oui. le but, c'est qu'ils puissent. Oui, ça c'est autre chose. Oui, Et on leur donne énormément de liberté. oui, 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 oui. C'est plutôt la fin justifie les moyens. Oui, c'est-à-dire que effectivement, l'idée c'est que, mais alors la fin justifie les moyens tout à fait, et ça c'est un des corollaires en fait de toute l'idéologie. Mais alors la première idée, c'est effectivement, on leur donne une totale liberté pour réaliser leur projet. Voilà, si vous voulez. Donc c'est, alors bon, ils sont pas libres de décider de leur projet. Hein, c'est d'où la référence à l'objectif militaire. En fait, les Prusses, l'armée prussienne s'est pris une raclée par l'armée de Napoléon à Iéna. Et là, ils se sont dit, ça va pas, il faut qu'on modifie notre dispositif tactique. Et donc là, ils ont décidé, c'est ça la fameuse anthrax tactique, de laisser aux soldats et aux officiers sur place la liberté de décider comment ils allaient remplir leur objectif qui était d'attaquer un camp français ou je sais pas, de gagner une colline ou un territoire. Et c'était à eux de décider des moyens à mobiliser pour arriver à réaliser cette fin. Mais au final, c'est un peu quand on nous demande un devoir, Oui. si on nous demande un exposé comme ça, on ne nous dit pas exactement comment il faut faire. Mm. On fait comme on veut, il faut juste que ce soit fait. Vous voulez dire que ça, en fait, finalement, ce qu'on vous dit de faire à l'école, ça ressemble un peu au nazisme, aux méthodes de management nazi. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, alors voilà, l'idée est là. Alors, bon, donc liberté totale, voilà, mais il faut y arriver, il faut y arriver. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, chez les nazis entre eux sont mis en concurrence pour réaliser un objectif. Voilà, ils sont mis en concurrence. En fait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la solution finale en 1942? Parce qu'après un long brainstorming, voilà, Eichmann a d'abord voulu balancer les Juifs à Madagascar, puis après, je crois, les mettre en Israël. Ça marchait pas, c'était trop compliqué. Enfin, ils ont eu beaucoup d'idées, et finalement, l'idée la plus efficace, c'était de les exterminer. Et donc, c'est pour ça que ça a pris... Ouais, la solution finale, c'est pas un truc qui vient d'Hitler qui dit voilà, ça y est, allez, on les liquide tous, balancez-moi ça à Auschwitz et puis on les crame tous. Non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui, comme ça, ont réfléchi, sont mis en situation de concurrence et il y a une concurrence des idées, ont trouvé l'idée qui était pour atteindre cet objectif la plus radicale, on va dire. Ouais. Alors, derrière cette idée-là, bien sûr, c'est que donc, rappelez-vous, l'idée, c'est que chacun donc, doit réussir à se débrouiller. On démolit la démocratie. Hitler disait il faut pulvériser l'État. Voilà, on pulvérise l'État. Bon, pour réussir à atteindre nos objectifs. Mais il y a quand même autre chose derrière cette idéologie nazie, et ça, peut-être que vous ne l'avez pas. Je pense que vous ne l'avez pas. Si vous comprenez bien l'idée, on est ici dans quelque chose d'assez proche de ce que préconise Hayek, finalement. C'est-à-dire que il faut éliminer la bureaucratie, il faut éliminer les planificateurs, il faut éliminer les États et laisser les individus librement choisir ce qu'ils doivent faire pour atteindre les meilleurs résultats. De sorte que seuls les plus performants, c'est un peu le cas, c'est complètement le cas dans une mécanique de marché, les plus performants arrivent à s'imposer
Et dans le cadre d'une concurrence économique, ils arrivent à imposer leurs produits, leurs prix. Et dans le cadre d'une concurrence des idées, ils arrivent à imposer leurs idées. Et cette course à la performance, elle est inspirée d'une théorie. Alors, elle est inspirée de deux théories. D'une théorie philosophique, qui s'appelle l'utilitarisme, et d'une théorie scientifique et philosophique de la fin du XIXe siècle. Quelle peut être cette théorie scientifique qui inspire tant ces adorateurs, qu'ils soient libéraux ou nazis, de la concurrence? Théorie scientifique qui ferait l'apologie de la performance, enfin, qu'on pourrait utiliser socialement pour faire l'apologie de la performance et justifier la concurrence. Comment? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Quelle théorie? Non. Une théorie scientifique qui pourrait naturaliser les mécanismes de concurrence et d'élimination des faibles et de victoire des forts. Oui, oui, mais une théorie scientifique, c'est pas une théorie scientifique, ça. La sélection naturelle. Tu l'as dit, la sélection naturelle. Darwin, il y a un philosophe qui s'appelle Herbert Spencer qui, à la fin du 19e siècle, fait une théorie sociale de la sélection naturelle. On appelle ça le darwinisme social. Et donc, il explique qu'il est naturel que les plus forts survivent socialement et que les plus faibles meurent, périssent, disparaissent. Si vous mêlez ça de l'utilitarisme, la doctrine de Bentham, de Mill et de toute cette clique, bon, eh bien, vous vous dites que la valeur de l'individu se détermine par rapport à son utilité. C'est l'utilité de l'individu qui détermine sa valeur. Pourquoi? Alors, qui les nazis ont exterminé en premier? Non, pas les juifs. Non, pas les tziganes. Qui ils ont exterminé en premier? Les juifs, ils ont attendu un peu avant de les exterminer. Les handicapés, qui d'autre? Après, c'est après. Non, ils ont exterminé en premier. Non, ils les ont exterminés après eux. D'abord les handicapés, oui. Ensuite. Après les juifs. Les opposants politiques. Oui. Ah, merci. Mais aussi, surtout, qui ressemblent aux handicapés, c'est les... Les autistes. Les enfants. Non, pas les enfants. Mais non, ils ressemblent aux handicapés. Et on les trouve dans des EHPAD. Ah, les vieux. Mais non, les vieux. Les premiers que les nazis ont liquidés, c'est les handicapés et les vieux. Pourquoi? Parce qu'ils servaient à rien. Ils n'avaient pas d'utilité. Ils servent à rien, alors on les liquide. Voilà, cela nous coûte de l'argent, ils ne peuvent pas produire, on les bute. C'est ça les nazis. Et pourquoi? Parce que pour les nazis, la vie humaine n'a pas de valeur en tant que telle. Ce qui a de la valeur, c'est l'utilité de la vie humaine. Et cette doctrine, c'est la doctrine utilitariste. Pour un utilitariste, la vie humaine n'a pas de valeur en soi. La vie humaine a de la valeur par rapport à une utilité. Vous connaissez le fameux paradoxe, enfin pas le paradoxe, le dilemme du train de Judith Jarvis Thomson. Vous avez un train, vous vous baladez, là vous arrivez sur une voie, il y a un mec sur la voie sur laquelle vous allez, vous avez le pouvoir, il y a 5 mecs sur la voie sur laquelle vous avancez, vous avez le pouvoir de tirer un levier qui détourne le train et qui vous amène à écraser seulement une seule personne contre 5. Que faites-vous? Les utilitaristes disent, on détourne le train. Ça veut dire que là, la vie elle-même de la personne, elle n'existe plus. Ce qui existe, c'est la quantité. Là, on échange, on fait du troc, 5 vies contre une. On ne se demande pas qui sont les personnes, ce qu'elles veulent, ce qu'elles sont, ce qu'elles défendent. Non, c'est juste du numéraire, si vous voulez, de l'utilitarisme. Bon, et bien pour les nazis, c'est la même chose. Pourquoi pensez-vous que les nazis voulaient exterminer les juifs? Vous avez lu Mein Kampf? Bon, mais moi je vous le dis, que dans Mein Kampf... Ah, vous l'avez lu? Non. Qu'est-ce qu'il dit Hitler des juifs dans Mein Kampf? Quel est le problème avec les juifs dans Mein Kampf? Ils contrôlent les banques, oui, donc le truc du complot juif habituel. Et donc, quelle est l'utilité de ces juifs finalement? Oui, ce sont des voleurs, c'est une utilité négative. C'est pour ça qu'il faut les exterminer. C'est comme les Slaves. Les Slaves, pour Hitler, sont des sous-races parce que ce sont des gens qui souscrivent à des idéologies socialistes. Donc, ils ne valorisent pas la performance. Autant à servir ces gens, ce sont déjà des esclaves. C'est ça l'idéologie nazie. C'est ça, oui. Mais pourtant, le parti que Hitler a fait, c'était les nationaux-socialistes. Oui, c'est vrai que dans le nom, il y a socialiste, oui. Mais bon, c'est pas si bureaucratique que ça. Et je dirais une dernière chose.
C'est ça le nazisme, c'est ça la réalité des hôpitaux. Bon, donc la thèse du texte, c'est quoi? C'est de dire, Chapoutot, il dit quoi? Il dit que finalement, on a l'impression que le nazisme, c'est une anomalie de l'histoire. C'est quelque chose comme ça qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons, rien à voir avec ce que nous vivons. Quelque chose qui est déconnecté de notre temporalité, de notre culture, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Le nazisme, c'est juste une des versions du libéralisme, une des versions de la logique de l'économie de marché. Le nazisme, c'est un symptôme de l'économie de marché, c'est quelque chose de très actuel. Ça appartient à la modernité. Comment ? Oui, on discutera de tout ça la prochaine fois.